Et là, en fait, il y a un gars, il a fait la queue. Et quand il est arrivé à moi pour avoir sa dédicace, en fait, il m'a tendu le seau de glaçons. Il m'a demandé des glaçons et un whisky coca. Il était complètement bourré. Il était complètement bourré. Et il a cru qu'il faisait la queue au bar. Il a 38 ans, est originaire de Troyes, mais vit aujourd'hui à Metz. Après des études en informatique, c'est dans une toute autre voie qu'il se dirige, celle de la nuit. Depuis 2001, il parcourt le monde pour faire danser des milliers de personnes. Il est chef d'entreprise dans l'événementiel. Thomas Mast, bonsoir. Ou devrais-je dire DJ Mast, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ça fait longtemps que vous avez ce pseudo, ou depuis le début peut-être Depuis le début de ma carrière, oui. Alors on va revenir plus en longueur sur votre parcours dans quelques instants. Mais avant tout, si vous êtes ici, c'est pour nous parler de l'événement de ce week-end au Nec de Marly, l'événement La Génération 90. Qu'est-ce que c'est exactement comme soirée ? Alors c'est une soirée dansante qui regroupe tous les tubes, tous les gros classiques qu'on connaît tous par cœur et qu'on adore chanter en soirée. Voilà, donc le but c'est de réunir un maximum de gens, 30-40 ans, qui ont vécu ces années-là, le temps d'une soirée, revivre tous ensemble ces années-là. Voilà. Donc en général il y a une super ambiance, c'est vraiment très très cool, donc j'ai hâte d'y être en tout cas. Vous l'avez lancé en 2015 déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous cette tournée ? En fait, cette tournée, elle est venue après ma résidence ici à Metz, à la discothèque Le Sens à l'époque. C'est une soirée à thème qu'on faisait régulièrement. Et quand je suis reparti en tournée, en fait, il y a des gens dans la France, des clubs avec qui je travaillais, qui m'ont proposé de faire cette soirée-là. Je me disais, tiens, on a vu que ça cartonne à Metz, on aimerait bien essayer cette soirée-là chez nous. Et donc ça, c'est parti un peu comme ça par hasard. Puis quand j'ai vu que ça commençait à prendre aux différents endroits de la France, après j'ai dit, allez, on va y aller à fond, on va communiquer dessus, et puis c'est parti. Et en fait, du coup, il y a eu un vrai engouement autour de cette soirée. Je pense que les Français, on adore la musique populaire et festive. Et voilà, donc ça a pris effet boule de neige, et puis depuis, ça s'est pas arrêté. Combien de dates de Génération 90 par an environ ? Alors, en moyenne, c'est 120 par an. Après, maintenant, depuis la crise sanitaire, là, j'ai lancé aussi une autre tournée qui s'appelle Génération 2000. On est passé la décennie d'après. Mais ouais, j'ai fait environ 600 dates sur cette tournée Génération 90. Alors pourquoi nous sommes autant nostalgiques ? Pourquoi ça marche autant ces soirées d'après vous ? Je pense que les gens qui viennent à cette soirée-là, déjà, c'est des gens qui sortent plus beaucoup ou plus du tout, en tout cas en club, et ça leur permet le temps d'une soirée de s'éclater. Souvent, on voit c'est des groupes d'amis en fait qui viennent et je pense revivent l'ambiance qu'ils ont connue plus jeunes. Voilà, et puis comme je disais, c'est festif, on chante, la bonne humeur. Voilà, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on retrouve comme titre emblématique peut-être plein de Bien choses. Sûr. Gala, le fameux gala, la Macarena, les Barbie Girl, voilà, les tubes de l'été, toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il reste encore des places pour samedi soir ? Là, à l'heure actuelle, il reste quelques dizaines de places. On est bientôt complet. Tous les ans, c'est complet. Je sais qu'il y en a qui se réveillent à la dernière minute, même qui téléphonent, qui essayent d'avoir des places le dernier jour. Donc profitez-en. Il y en a encore de dispo à l'heure actuelle, pour l'instant. Vous parliez de la crise sanitaire tout à l'heure. On change un peu de sujet. Comment s'est déroulé finalement cette année, un été plein, enfin, pour la profession ? Oui, du coup, parce que 2020 et 2021, on avait redémarré, mais c'était un peu en demi-teinte, puisqu'il y avait encore des régions, les préfets, ils avaient mis des restrictions. Il y avait des clubs, par exemple, qui avaient fait le choix de ne pas reprendre. Il y avait des festivals qui ont fait le choix de ne pas être organisés cette année-là. Donc c'est vrai que l'année dernière, c'était un demi-été, on va dire. Alors là, par contre, il y a eu une demande très très forte et à un moment donné, c'était jusqu'à 4 à 5 dates par semaine. Donc c'était très chargé, c'était assez physique. Mais c'était bien de retrouver le public, surtout qu'il y avait un vrai engouement. Et la nouvelle génération de clients, là, les 18-20 ans, eux, ils sont très demandeurs, très festifs, très réceptifs. Donc c'est agréable de travailler dans ces conditions-là. Mais alors, on note quand même une baisse de fréquentation depuis cette crise sanitaire. Vous le constatez dans les clubs ? Non, justement. Alors, à la reprise, l'année dernière, il y a eu un engouement très très fort. Tout le monde était complet, surtout qu'il y avait les jauges. Donc les clubs étaient vite pleins, parce que c'était 75% du remplissage. Après, ça a continué quand même pendant plusieurs mois. Bon, il y a eu quelques petits phénomènes. On a parlé des piqûres il y a quelques mois en arrière, qui ont fait que ça a fait des creux. Mais globalement, même la crise a relancé même certains établissements qui avaient un peu de difficultés avant. Ça les a relancés, parce que les nouveaux clients, ils découvrent et ils sont demandeurs. Donc pour l'instant, non, globalement, on travaille tous bien, donc c'est plutôt cool. Alors, il y a quand même une inquiétude. Selon la profession, un quart des boîtes de nuit sont menacées à disparaître. Est-ce que pour vous avez peur pour votre métier, pour votre avenir ? Oui, bien sûr, mais après on n'y pense pas, on fait en sorte de donner le maximum.
pour que ça fonctionne. Là, je vois, le week-end dernier, j'ai encore fait 3 dates en club. Dans les 3 clubs, ça s'est super bien passé. Donc, il y a de l'engouement pour des soirées comme ça. Je pense que ça aide à la globalité des clubs à bien fonctionner. Si tout le monde fait bien son job et que les clients passent des bonnes soirées, ça leur donne forcément envie de revenir. Donc, bon, pour l'instant, ça va. Effectivement, il y a moins de discothèques qu'avant, mais celles qui sont là travaillent quand même bien. Donc, bon, voilà. Espérons que ça dure. L'augmentation du coût de la vie, c'est pour tout le monde. Est-ce que cela a une répercussion sur le montant des rémunérations qui vous sont versées par les différentes structures actuellement? Non, moi, du coup, ça n'influe pas sur nos cachets. Puis c'est des contrats qui sont signés de plusieurs mois à l'avance. Donc là-dessus, pour l'instant, ça va. Parce que bon, l'augmentation reste minime. Pour les boîtes de nuit, par exemple, ça va être les fournisseurs qui vont augmenter les prix des boissons. Mais ça reste minime pour l'instant. Disons, il ne faudrait pas que ça continue encore trop longtemps et que ça s'installe dans la durée. Peut-être qu'après, il faudrait qu'on rediscute certaines choses. Mais bon. Pour l'instant, ça va. Bon, on clôt ce sujet, on reprend du début. Vous êtes DJ maintenant depuis 2001. Alors, oui. Quand est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé, surtout? Toujours passionné de musique. En fait, à l'adolescence, j'écoutais beaucoup de musique. Je consommais la musique. À l'époque, on achetait des CD de titres, on les enregistrait sur des cassettes. Et j'avais un copain, son père, il animait des balles, des choses comme ça. Il faisait ce qu'on appelle de la disco mobile. Et ça me plaisait bien. Des fois, je venais jeter un coup d'œil à comment ça se passait. Et puis, un jour, je suis tombé sur une cassette mixée. On appelait ça les mixtapes à l'époque. Cassette mixée d'un DJ parisien. Il y avait des scratchs, des remixes dans tous les sens. Et là, j'ai bloqué là-dessus. Je dis, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et voilà, la musique me plaisait déjà. Et voilà, d'entendre ça, je dis, j'ai envie de faire pareil, quoi. Voilà. Donc, c'était le déclencheur. Et c'est là que je me suis lancé. Vous parlez de musique, c'est quoi votre style alors? Est-ce qu'un DJ doit aimer tous les styles de musique ou il y a des DJ qui sont bloqués sur vraiment un registre spécifique. Moi, je suis ce qu'on appelle un généraliste, donc très éclectique. Par contre, à la base, j'ai été vraiment attiré par, on va dire, la black music au sens large, donc la funk, années 70-80, la musique disco, et tout ce qui a après découlé de cette époque-là. Donc le hip-hop, le R&B, c'est les descendants de la funk. Donc voilà, donc ma musique, va dire, de prédilection, ça va être ça, R&B, hip-hop, funk, disco, ces choses-là. Puis vous l'avez dit avant, vous faites 120 dates par an. Comment vous faites pour tenir le rythme? Parce que c'est un tiers de l'année finalement? C'est ça en fait, on ne se rend pas compte, vu que c'est concentré sur les week-ends, jeudi, vendredi, samedi, essentiellement. Du coup, heureusement, on a 2-3 jours en début de semaine pour un peu se reposer. La clé aujourd'hui, vu que les années passent, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte. Donc faire attention à ce qu'on mange, essayer de bien récupérer la semaine, bien dormir et surtout le week-end pendant les prestations, ne pas tomber dans le piège de l'alcool, etc. Rester à l'eau parce que quand on dort que 2 heures, c'est pas facile sinon de tenir le rythme. Durant votre carrière, vous avez reçu divers prix. Alors, DJ d'or en 2014 et DJ de diamant en 2018 à Bordeaux pour un célèbre festival. Alors, pouvez-vous nous en dire plus un peu sur ces prix? Oui, alors c'est un festival qui est destiné vraiment aux personnes de la nuit, essentiellement centré sur les discothèques et les DJ. Et lors de ce festival, en fait, ils remettent des prix à un certain nombre de DJ tous les ans. J'ai eu la chance d'être nommé en 2014 pour le DJ d'or, où il y en a 10 tous les ans. Voilà, donc c'est un jury de professionnels qui disent, voilà, lui, cette année, son parcours, il a fait des remixes, il a beaucoup tourné, etc. Et en 2018, la super distinction DJ de diamant, donc là, on n'est que 3 tous les ans. Voilà, donc c'est bien d'être reconnu, on va dire, par les professionnels du secteur. Oui, justement, qu'est-ce que ça apporte? Plus de visibilité ou juste une fierté personnelle? Non, parce que c'est pas forcément très médiatisé. C'est pas comme, par exemple, les Oscars ou la Palme d'Or. Donc, en fait, au final, c'est plus dans le milieu. Ça nous apporte une crédibilité supplémentaire, peut-être aux yeux de certains professionnels. Et puis, c'est juste une récompense qui fait plaisir. Voilà, ça encourage à toujours continuer et se dépasser, quoi. Alors, vous avez, Thomas, mixé dans une multitude d'endroits à travers le monde. Mais vous aimez aussi, il me semble, exercer dans des lieux plutôt insolites, comme depuis une montgolfière, dans un télésiège. J'en conclus que vous n'avez pas peur du vide, Thomas. Non. Toutes ces idées-là, en fait, elles sont nées pendant la crise sanitaire avec un de mes amis qui travaille plus dans l'événementiel, mais qui est aussi donc l'événementiel, la partie technique. Il est aussi DJ. Clairement, confinement, on n'avait rien à faire. Et on est des passionnés, on sait faire beaucoup de choses, on aime faire des choses, se lancer des défis, avoir des challenges. Et l'idée, elle est venue là, on s'est dit, on va proposer, vu que tous les DJ se mettaient à faire des live streams chez eux, on s'est dit, nous, on va essayer de proposer des live streams de DJ mixés, mais inédits,
Et voilà, donc l'idée, elle est partie au début de faire un concert dans une montgolfière. On a été accompagné d'une violoniste. Et puis, vu que ça a vraiment fonctionné, ça a bien buzzé, après on s'est dit on va en faire des autres. Donc on est parti à la montagne, sur la terrasse d'un restaurant d'altitude avec des skieurs. On a utilisé une motoneige, on a fait dans un télésiège, on a fait avec des avions. On a fait dans un club aussi avec plein de performeurs qui sont venus. Il y avait un gars en VTT trial qui faisait des cascades dans la boîte, un saxophoniste, un mec qui faisait des cocktails et jonglait avec du feu. Enfin voilà, on s'est mis à produire tout un tas d'événements un peu inédits. Déjà pour pouvoir avoir des objectifs et garder un peu la tête hors de l'eau, ça nous a vachement occupé et surtout ça nous a permis de garder le lien avec le public, continuer à partager notre passion, d'offrir du divertissement parce que là tout le monde était connecté devant les écrans. Donc c'est bien, on avait des très belles audiences à ce moment-là. Voilà, donc puis vu qu'à chaque fois ça fonctionnait, on avait à peine terminé un événement qu'on était déjà parti sur un autre. Et voilà, donc ça nous a bien plu. Et c'est vrai que maintenant on nous redemande quand est-ce que vous allez refaire un truc comme ça. Et justement, il y a déjà une idée qui émerge dans votre tête ou Ouais, on a des idées, mais le problème c'est qu'après maintenant on manque de temps. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps à organiser des tournages comme ça, avec les différents interlocuteurs, il faut du monde, etc. À la crise sanitaire, tout le monde était dispo, mais là, maintenant, tout le monde est occupé. Donc on a des idées, pour l'instant, on les garde pour nous, il faudrait essayer de garder un peu de mystère, mais on a des idées peut-être à refaire pour plus tard. Dans le même ordre d'idées, quel est l'endroit le plus fou où vous ayez mixé, donc sans compter bien sûr les endroits que l'on vient de citer auparavant? J'ai eu la chance de faire beaucoup de dates à l'international à une période et je suis allé dans des beaux endroits comme Nouméa, Tahiti, l'île Maurice et tout. Et à Nouméa, j'ai eu la chance de mixer plusieurs fois dans un club sur pilotis, donc il est carrément sur l'eau. Et j'ai souvenir une des dates où il y avait des dauphins qui passaient en dessous du club. J'avais mis des vidéos sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était complètement dingue, quoi. C'était surréaliste, le club sur pilotis, en plein air, du coup. Les dauphins, enfin voilà, c'était assez magique, donc j'en garde un très bon souvenir. Ouais, des souvenirs inoubliables. Alors une grosse partie de votre activité, c'est aussi cette école dont vous êtes le directeur, la DJ School Metz. Elle existe depuis 2012 maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement dans cette école, être DJ? C'est ça, on apprend à être DJ, toutes les facettes du métier. Donc aujourd'hui, apprendre à mixer, apprendre à animer, donc parler dans un micro, voilà. Une petite part de business aussi à côté de ça, monter son entreprise, le statut d'intermittent, comment facturer, comment communiquer, utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Il y a une partie aussi un peu production, on apprend à composer sa propre musique, retravailler les morceaux, et une partie un peu plus technique pour ceux que ça intéresse, côté scratch. Voilà. Donc il y a des formations pro, il y a des élèves qui sont passés chez nous, par exemple il y a 10 ans, qui aujourd'hui c'est leur métier. Voilà, donc on apprend un vrai métier. Donc c'est toujours intéressant de voir des jeunes passionnés qui arrivent et qui ont soif d'apprendre. En tout cas. Et justement, c'est important pour vous de transmettre votre passion à ces jeunes? Ouais, au début, la démarche de monter l'école, c'était ça, avec Julien qui avait participé à la création. C'était vraiment, il n'y avait pas d'ambition d'en faire un business ou de le développer, c'était vraiment le partager, échanger et surtout créer un lieu de rencontre. Au début, c'était un peu ça, créer un endroit où les DJ peuvent se retrouver, c'était sympa. Des fois, on voyait le samedi après-midi, il y avait les DJ du coin qui passaient venir dire bonjour. Voilà, donc au début, ça a un peu démarré comme ça. Puis vu qu'il y avait de la demande et que ça marchait bien, ça s'est développé jusqu'à devenir une structure, un centre de formation, un vrai centre de formation. Combien d'élèves passent par année environ dans votre structure? Alors on faisait 3 sessions de 4 mois pour les formations professionnelles. D'accord, c'est sur 4 mois. Ouais, voilà, c'est une formation de 4 mois tous les jours. Il y avait 5-6 élèves par formation comme ça. Et puis après, il y a les formations, ce qu'on appelait loisirs, des gens qui venaient le mercredi après-midi ou le samedi après-midi pour découvrir ou faire un peu de perfectionnement. Donc là, ça pouvait aller à plusieurs dizaines par an puisque c'était des toutes petites formations. Voilà. Donc en 10 ans, on en a vu passer pas mal. Ouais, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui aimerait se lancer? Quelles sont les étapes par lesquelles il faut absolument passer pour devenir DJ? Être passionné déjà, parce qu'il y en a qui viennent pour d'autres raisons, ils ont envie de briller, faire la fête et tout. Il faut vraiment être passionné parce que c'est un métier qui est difficile. On travaille la nuit, le week-end, il y a du monde, il y a du bruit, il y a la fatigue. Donc voilà, la passion et puis surtout le travail. Parce que clairement, comme dans tous les milieux, il faut travailler pour avancer. Puis la concurrence est très rude aussi dans ce milieu. Voilà, il y a beaucoup plus de monde, c'est devenu beaucoup plus accessible de par les réseaux sociaux, le matériel qui est beaucoup plus abordable aujourd'hui. Donc il faut beaucoup travailler pour se créer son identité, savoir se démarquer
et puis proposer du travail de qualité, quoi. On a parlé de plein de choses. Quand vous regardez où vous en êtes aujourd'hui, après tout ce que vous avez déjà fait, est-ce que c'est ce que vous imaginiez il y a 10 ans, 20 ans, non, même plus? Pas du tout, puisque je me dirigeais dans des études d'informatique. Pour moi, au début, c'était un loisir, clairement, la passion de la musique. Et en fait, je crois que mon âme d'entrepreneur a vite pris le dessus, puisque dès le départ, je me suis mis de vie à organiser des soirées. Par exemple, le jeudi soir, je suis allé voir une boîte de nuit, dire on va organiser une soirée étudiante, c'est moi qui vais mixer, je vais faire la pub, je vais vous remplir la boîte. Voilà. Et voilà, donc en fait, dès mes débuts, sans m'en rendre compte, l'entrepreneur qui sommeillait au fond de moi a pris vite le dessus. Et puis voilà, je me suis mis à produire des remixes, les partager. Donc du coup, les DJ ont commencé à me connaître, ils ont commencé à m'appeler pour m'inviter dans les autres boîtes. C'est de là qu'est partie la première tournée. Voilà. Et puis après, il fait boule de neige. Puis à chaque fois, toujours envie de faire un petit peu plus ou surtout faire des nouvelles choses. Parce qu'au bout d'un moment, comme dans tous les métiers, on a toujours envie d'innover, de faire des choses différentes pour éviter que ça soit de se lasser. Et voilà, donc il y a eu plein d'étapes dans la carrière. Il y a eu la première tournée, il y a eu la résidence ici à Metz au Sens. Après, il y a eu à nouveau la tournée, la production de concerts comme on fait samedi, la production en studio. Voilà, donc il y a eu tout un tas de choses. Et à chaque étape, je trouve que c'est intéressant de se challenger pour réussir en tout cas. Voilà, donc non, j'aurais jamais imaginé faire tout ça. J'ai eu la chance d'aller sur les grandes radios nationales, des télés, des voyages à l'international. Donc c'est faire des démonstrations dans des salons pour des grandes marques, c'est complètement fou. Le seul truc que je retiens, c'est que voilà, à chaque fois j'ai beaucoup travaillé et j'ai été récompensé. Donc, voilà. Bon, on a évoqué tout ce que vous avez pu réaliser durant votre carrière. Maintenant, on va essayer de connaître un peu plus votre personnalité. Ouais. C'est l'heure de la pause café. Ma première question, votre café plutôt long ou court? Court. Votre plaisir coupable? La tarte au citron. La tarte au citron. Ouais. On comprendra pourquoi après. Votre film ou série préférée? J'aime beaucoup un vieux film, La Ligne verte. La Ligne verte. Ouais, La Ligne Très verte. beau film. Ouais. Si vous deviez nous donner votre plus grand défaut? Je sais pas. Il n'y en a pas. Non. Si, on a tous des défauts. À une époque, j'avais du mal à faire confiance, à accorder la confiance et à déléguer. Maintenant, ça a changé, mais je dirais ça quand même, voilà. Thomas, quelle est votre plus grande phobie? J'aime pas les insectes. Les insectes? Ouais, les insectes, j'aime pas trop. Ouais. Bon, un peu comme la plupart des personnes araignées, sur cette terre. Cafards, non, j'aime pas trop. Et si vous deviez vous reconvertir dans un autre métier? Je pense que je resterais dans une branche qui est proche, soit l'événementiel, donc il y a beaucoup de choses dans l'événementiel, ou la communication aussi. Il n'y a pas un autre métier étant petit que vous rêviez absolument de faire? Non, je pense, aujourd'hui en tout cas, je me vois bien rester là-dedans et puis mettre au service, toute mon expérience accumulée, la mettre au service des autres, ou la formation peut-être aussi, peut-être se consacrer à 100% là-dessus, on verra. L'artiste grand public que vous admirez le plus? Alors, je n'ai pas un artiste que j'admire particulièrement, mais il y en a quand même pas mal comme David Guetta par exemple, qui a un parcours incroyable et qui aujourd'hui, quand je le vois, je l'ai déjà rencontré, est encore passionné par ce qu'il fait. Donc sa force d'admiration, je me dis c'est génial, c'est ça je pense qui lui donne la force de continuer, c'est la passion. Donc je dirais lui, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Dans la même lignée, le morceau que vous chantez sous la douche? Je ne chante pas sous la douche, mais il y a un morceau que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent, c'est Shola Ama, You Might Need Somebody. Voilà, c'est un beau morceau. L'anecdote la plus insolite que vous ayez vécue? Il y en a tellement entre les soirées, les transports, S'il y en a une qui devait ressortir, il y a un truc rigolo que j'ai évoqué il n'y a pas longtemps. À l'époque, dans les clubs, souvent, on arrêtait la prestation un peu plus tôt, genre vers 4 heures, parce que les gens étaient très demandeurs de faire une petite photo, une petite dédicace. Ça se fait moins aujourd'hui, où les gens ils réclament un petit selfie. Voilà. Mais donc à cette époque-là, il y avait quelques personnes qui faisaient la queue, et souvent, on était dans un coin de la boîte ou derrière le bar. Et là, en fait, il y a un gars, il a fait la queue, et quand il est arrivé à moi pour avoir sa dédicace, en fait, il m'a tendu le seau de glaçons, il m'a demandé des glaçons et un whisky coca. Il était complètement bourré. Il était complètement bourré, et il a cru qu'il faisait la queue au bar. Donc, je me suis pas démonté, je suis allé chercher des glaçons, j'ai demandé un whisky coca de serveur, et je lui ai donné comme si de rien. C'était très drôle. La ville qui vous a le plus charmé lors de vos tournées, en France ou ailleurs?
C'est pareil, j'ai tellement voyagé, mais j'ai des beaux souvenirs, surtout en France, on a un pays incroyable avec des villes magnifiques, c'est sûr, mais dans les voyages à l'international, franchement, que ce soit des villes comme au Japon, je suis allé mixer à Hong Kong aussi, c'était une expérience incroyable, je devais avoir 23-24 ans, débouler là-bas avec son petit sac à dos et sa pochette de disques, c'était assez fou, donc ça m'avait impressionné. Le gigantisme en fait. Donc ouais, je dirais ça. En tout cas, il y a une multitude de villes comme ça que j'ai pu faire, que ce soit New York, Miami, des trucs comme ça, où je garde vraiment des très bons souvenirs. Bon, on a un peu de retard, on passe à la suite. Il est temps de vous passer sur le grill. Ma première question, Thomas, est-ce que être DJ, c'est vraiment loin des clichés que l'on peut se faire, c'est-à-dire être un peu fêtard? Ça, c'était une autre époque, ça c'est une étiquette qui nous colle encore à la peau, comme le DJ qui parle comme à la fête foraine dans le micro, ça n'existe plus. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes DJ qui, à table, ils boivent de l'eau, à la soirée, ils boivent de l'eau. C'est mon cas aussi aujourd'hui. Il y en a encore qui font la bringue, comme on dit, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même au travail, et comme je le disais avant, si on veut tenir la cadence, il faut quand même être un minimum sérieux. Est-ce que c'est aussi fun que ça, être DJ? Parce que c'est vrai que vous passez beaucoup de temps dans les transports, pendant les soirées, vous n'avez pas forcément le temps de parler aux personnes. Alors on a des bons côtés que les gens ne voient pas, parce qu'avant les événements ou les festivals, on partage des bons moments avec les organisateurs, avec l'équipe technique. Il y a des moments sympas. Et puis il y a la prestation en elle-même et l'échange avec le public. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'heures de transport, tout ça, pour une petite prestation, mais ça suffit pour nous remonter, nous donner la pêche. C'est vraiment l'échange et l'énergie qu'on reçoit du public qui est vraiment sympa, quoi. Être DJ, est-ce que c'est finalement pas toujours la même chose? Alors vous ressortez à chaque fois les mêmes recettes, vous êtes dans un certain confort. Est-ce qu'il y a au fil du temps, est-ce que ça appauvrit finalement le spectre musical de l'artiste? Non, je ne pense pas. Après, les gens ont besoin de repères dans une soirée, notamment si, en tout cas en France, dans d'autres pays c'est un peu différent, mais si on se met à sortir que des disques pas connus, les gens vont s'ennuyer. Donc les gens aussi, le public est aussi demandeur de ça, donc il faut essayer de trouver l'équilibre entre ce que les gens demandent et ce qu'on a envie de proposer. Et il y a toujours l'opportunité de jouer des remixes, des versions différentes, d'innover de cette façon-là, améliorer l'animation. Voilà. Mais c'est sûr que dans les grandes lignes, ça reste quand même souvent un peu la même chose, mais il faut essayer quand même de se renouveler un minimum pour que ça passe bien, quoi. Alors j'imagine que cela varie beaucoup, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de votre rémunération pour une soirée type, par exemple celle de samedi? Là c'est différent parce que là c'est nous qui organisons la prestation, donc j'aurais pas de cachet directement. Mais après, quand les organisateurs de festivals ou les clubs me sollicitent, on leur propose une prestation à un certain prix, donc ça peut aller autour de 1500, 2000 euros suivant les endroits. Plus les frais qui sont pris en charge pour les déplacements. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Et dernière question, est-ce que quand on est DJ, on a une date d'expiration? Vous avez maintenant 38 ans. Jusqu'à quel âge vous allez mixer? Je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, grâce au statut de DJ producteur, DJ star, etc., le statut de DJ artiste, on voit, comme on parlait de David Guetta juste avant, qu'on peut durer longtemps. Je pense qu'à un moment donné, après, il faut évoluer dans sa carrière. On ne va peut-être pas pouvoir rester dans les clubs avec les jeunes clients jusqu'à 50 ans, mais peut-être après se concentrer à développer la carrière d'artiste, producteur de musique, et après faire peut-être que des concerts, des festivals, et ça permet de durer plus longtemps. En tout cas, tant que ça me plaît pour l'instant et que j'ai l'énergie, je continue. On va bientôt se quitter, Thomas, mais d'abord, il est temps de passer à l'addition. On termine rapidement par un petit quiz. Vous allez devoir retrouver un artiste à l'aide de différents indices que je vais vous donner. Ouais. Alors plus vous mettez de temps à répondre, moins vous engrangez de points, même s'il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de pression. Et donc dès que vous avez la réponse, vous me la donnez. Premier artiste, attention, ça va très vite. Top, c'est parti, je suis un DJ, compositeur, producteur français. Fils de Monique et de Pierre, je nais en 1967 à Paris. Je sors mon premier album en 2002 où plus de 300 000 exemplaires s'écouleront rapidement. J'ai été 3 fois numéro 1 du classement annuel des meilleurs DJ au monde. Enfin, j'ai réalisé en 2016 un aboutissement incroyable en composant l'hymne de l'Euro de football. Je suis David Guetta. David Guetta. Bonne réponse. Deuxième artiste, top, c'est parti, je suis un DJ français né à Nice de 35 ans. Je commence à apprendre le piano à l'âge de 6 ans avant de rentrer au conservatoire 5 ans plus tard. C'est The Avener, ça, non? The Avener, excellent. Casara, je le connais, donc voilà, c'est plus facile. Et dernier artiste,
Top, je suis un DJ français de 51 ans, né au Maroc. J'anime ma propre émission de radio depuis une quinzaine d'années sur Skyrock. Au milieu des années 1990, j'ai l'idée d'adapter... Cut Killer. Cut Killer, très bonne réponse. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Alors je crois qu'il y a un petit quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais que les téléspectateurs ont remarqué depuis le début de cette émission. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une petite statue que ma compagne m'a gentiment offert il y a quelques années et qui me représente, qui représente plusieurs aspects de moi. On arrive à voir les platines, le globe avec l'avion pour les voyages, les récompenses de DJ sur les côtés et dans chaque main la fameuse tarte au citron pour la gourmandise et une petite bouteille de vin parce que je suis aussi un grand passionné de vin, je viens d'une région viticole et donc voilà, c'est rigolo, c'est très bien fait, c'est un artiste brésilien qui a fait ça et voilà, donc ça me suit un peu partout, il est dans mon studio, on le voyait aussi sur les lives sur internet à une époque, donc voilà. Très belle figurine. Merci beaucoup Thomas d'avoir joué le jeu. Donc mis à part cette soirée Génération 90 au Nec de Marly samedi soir, est-ce qu'il y a une autre actualité particulière à nous donner pour les prochaines dates? En tournée dans toute la France, dès le week-end d'après où je suis à Clermont-Ferrand le vendredi, samedi dans les Vosges, donc pas très loin. Toutes les dates sont disponibles sur le site ou sur les réseaux sociaux, on les trouve facilement. Voilà, donc ça ne s'arrête pas, l'agenda il est plein encore pendant plusieurs mois, donc hâte de retrouver le public. Encore merci Thomas, et puis merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée.